Bienvenue sur Joyful Return, le podcast dédié aux amoureux de l'Afrique et au parcours inspirant. Tous les 15 jours, je vous invite à me suivre sur le chemin du retour, à la découverte d'invités qui évoluent de près ou de loin avec le continent africain, pour échanger sans filtre sur ce qui les définit, leur réalité et bien entendu sur cette Afrique actuelle, moderne, belle et plurielle. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir pour ce nouvel épisode de Joyful Return Rivolala Ratsimandrezi, cofondateur de la RDE. Créée en 2014, la RDE, Rencontre des entrepreneurs, est un accélérateur multisectoriel privé de soutien et d'appui aux PME du Sénégal. Leur mission, accompagner les entreprises pour les aider à réaliser leurs objectifs de croissance tout en leur proposant différents services. Bonjour Rivo. Bonjour Laurence, comment tu vas? Ça va très très bien. Et toi? Écoute, très très bien, ravi, content et puis c'est top. Moi en tout cas, honoré d'être sur ton podcast. Bon, écoute, merci à toi d'avoir accepté l'invitation parce que je sais que tu es très occupé puisque comme je le disais en introduction, tu accompagnes des entreprises sénégalaises. Donc, il y a de quoi faire et tu as du travail, hein? Je confirme quand même, ouais. C'est vrai que là, il y a pas mal de boulot, mais bon, je suis pas plus occupé que toi, Laurence, hein. Toi aussi, tu es une dame très occupée, donc. Écoute, on se vaut alors, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Rivo, te présenter en quelques mots et du coup, nous présenter aussi la RDE dans le même temps? Mais je pense que tu as très bien fait en fait de présenter la RDE. Donc je vais juste amener peut-être une dernière précision pour la RDE. Nous sommes situés aujourd'hui, nous nous sommes repositionnés en tant que boîte de conseil aujourd'hui. Donc comme tu as dit, hein, malgache installé au Sénégal, donc Rivolala, exactement le prénom, Ratsimandrezi comme les malgaches le prononcent, installé au Sénégal depuis 8 ans. Marié, 2 enfants. Donc je suis très content d'être au Sénégal, je suis très content de travailler pour le continent et je suis surtout fier d'être malgache, de moi qui travaille pour un pays autre que Madagascar. Et c'est ça aussi finalement de moi qu'on appelle le panafricanisme 2.0. Voilà, c'est ça que je peux dire. Par rapport à la RDE, effectivement, j'ai cofondé la RDE donc en 2014, comme tu as dit, avec mon associé et qui est toujours donc mon associé, Marjolaine Blanc. Et nous sommes 6 associés. Nous avons accueilli 4 autres associés en 2018. Effectivement, le positionnement de la RDE, nous avons pivoté en tant qu'accélérateur en 2016. Pourquoi? C'est tout simplement un besoin que nous avons constaté, que nous avons identifié sur notre écosystème à l'époque. Et nous étions le premier accélérateur donc dédié aux PME, petites et moyennes entreprises. Et depuis 2 ans, donc lors du Covid, juste avant Covid 2019, à 2019-2020, nous nous sommes repositionnés en tant que véritable cabinet de conseil, donc qui est capable de faire la même chose qu'on a fait avant, parce que il y a beaucoup de sémantique, tu vois, accélérateur, cabinet de conseil. Quelle est la différence? Je pense que la différence se situera juste sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus un programme de 1 an, par exemple, lorsque les sociétés viennent nous voir. Avant, on disait, OK, on vous accompagne sur une période déterminée pendant 1 an et on accélère. Aujourd'hui, donc, les sociétés, selon leurs besoins, voilà, dès qu'on règle leurs besoins, le contrat est fini. C'est juste ça la différence. Mais sinon, on fait exactement la même chose. Ok. Alors, avant de rentrer plus en détail là-dedans, moi, ce que je voulais te demander, parce que tu l'as dit, ça fait un moment que vous avez fait le choix du retour au Sénégal. Déjà, j'aimerais savoir comment ça s'est fait, quel a été le cheminement, qu'est-ce qui vous a motivé avec ta femme à rentrer? Ok, si ta question c'est est-ce qu'on a entendu une voix et qu'on est parti? Non, clairement non. C'est un cheminement, c'est un processus. Oui, parce que les gens ont l'impression que ouais, j'ai entendu, j'ai vu et que je suis venu. Non, ça fonctionne pas comme ça. Moi, à titre personnel, le déclic est venu quand j'étais à la fac, quand j'ai découvert le livre de Cheikh Anta Diop. Nation Agriculture. Je suis toujours un passionné de l'Égypte, mais avant de connaître le professeur, je lisais tout ce qui se lisait sur sur l'Égypte. Donc je lisais Christian Jacques, je lisais Roche Noblecourt, bref, tous les auteurs qui tournent autour de l'Égypte. Et quand j'ai lu son livre, je me souviens très bien, c'est un ami maintenant qui vit aux États-Unis, d'ailleurs je le salue, qui m'a dit, écoute Rivo,
il faut que tu lises ce livre-là parce que tu sais que les Égyptiens, ce sont des nègres. Tu dis non, c'est pas possible, arrête, c'est encore un truc. Voilà, tout tourne autour de nous. Et quand j'ai lu le livre, en fait, c'était un choc. Et c'est le livre, en gros, qui explique tout mon parcours parce que en lisant ce livre une fois, deux fois, parce qu'une fois encore, le livre de Cheikh Anta Diop aussi, c'est celui qui m'a dit qu'il a lu une fois, il a compris, franchement, il doit être un génie comme lui, quoi. En tout cas, moi, je l'ai lu deux fois. La trame du livre, effectivement, c'est prenez vos destins en main en tant qu'Africain. Vous avez une histoire et surtout, l'Afrique doit s'unir parce que c'est ça qui a fait que nous sommes toujours la civilisation la plus vieille, 54 siècles de histoire continue et de prospérité ou aussi finalement quelques problèmes. C'est ça en gros la chose. Et de fil en aiguille en fait. Donc c'est-à-dire que à Paris, j'étais membre d'une jeune chambre internationale, d'une locale en fait à Paris, ça s'appelle GCI. C'est là en gros que j'ai vu, du moins j'ai fait mes premières armes, si je peux dire, des projets touchant le continent, touchant d'abord la communauté, la diaspora à Paris, et ensuite touchant le continent. Et c'est véritablement là, je pense que moi j'ai appris et j'ai découvert l'entrepreneuriat. Et dans ma famille, personne n'était entrepreneur à l'époque. Mon père est pharmacien, depuis des années il était pharmacien, mais à l'époque où j'étais dans la jeune chambre, dans les années 2000, mon père en fait, il était salarié, mais pour nous c'était normal. Et c'est dans la jeune chambre, en gros, tu vois, que j'ai vraiment en fait, en gérant des projets, j'ai vu que en fait que c'était quelque chose qui était fait pour tout le monde. Et deux, et tout est véritablement dans l'apprentissage, quoi. Et nous avons géré des projets à l'intérieur de la jeune chambre, dont là, je suis particulièrement fier. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Donc il y avait un projet que j'avais géré avec un ami qui s'appelle Bertin, faire une campagne de sensibilisation sur le port du préservatif. Et je me souviens très bien à l'époque, mais on est passé dans les foyers en gros pour faire la prévention, quoi. Et tu vois, entre ce que tu écris et la réalité, tu vois, il y avait vraiment un décalage incroyable. Et c'est comme ça en fait que c'est-à-dire que j'ai pris goût. Et nous étions primés parce que chaque année, tu vois, la jeune chambre, ils organisent toujours des conférences de zone. Et c'est comme ça, par exemple, que ce projet à l'époque, en 2003 ou en 2004, a été primé meilleur projet en fait africain. Et j'ai dit tiens, intéressant. Donc ça veut dire que il y a quelque chose à gratter. Année après année, j'ai toujours su que j'allais retourner en Afrique. Moi, j'ai grandi avec l'Afrique centrale. J'ai fait la fac avec l'Afrique de l'Ouest et j'ai des amis d'enfance en gros de l'Afrique du Sud et puis de l'Afrique de l'Est. À l'époque, même jusqu'aujourd'hui, même si on me met dans n'importe quel pays africain, tu vois, Angola, Zimbabwe, Botswana, Éthiopie, Érythrée, je pense que je me sentirais toujours chez moi. C'est ça en fait. Donc, c'est juste pour t'expliquer que le cheminement pour moi, c'est ça en gros. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu donc retourner en Afrique. Je savais que c'était compliqué et à l'époque, je bossais pour KPMG. Donc, j'ai fait ma carrière chez KPMG. Je suis resté à 5 ans et demi, 6 ans chez KPMG. Je suis parti chez Deloitte. Ça s'est pas bien passé chez Deloitte et lors de la crise, en fait, c'était en 2007. Et j'ai décidé de tout arrêter parce que j'étais à un moment de ma carrière, en fait, où j'étais manager. Donc, tu vois, dans les grandes firmes, là, tu vois, t'es là avec les salaires qui vont avec. Et mon fils avait à peine 1 an. Et je savais que s'il fallait que je change, c'était ce moment-là. Si je ne me prenais pas à ce moment-là, ça allait être compliqué quand même de faire des sacrifices. Tu vois, parce qu'à l'époque, quand même, tu vois, tu commences à gagner aux alentours de 4 000 € net, tout ça. Bon, tu n'étais pas non plus parmi les plus riches. Mais en insistant un peu, donc c'est ça l'avantage de tous ces grands cabinets-là, tu gagnais mieux ta vie, du moins de mieux en mieux. Donc, tu vois, il y a quand même très peu de gars qui abandonnent, tu vois, au bout d'un moment, tu es bien installé, ça va être aller compliqué. Et c'est comme ça que la décision a été prise pour retourner en Afrique, quoi, et en l'occurrence à Madagascar. Voilà. Je retiens 2 choses dans ce que tu dis. C'est que déjà, tu avais un poste à responsabilité. Ça veut dire que c'était pas quand même un choix facile pour toi parce que, mine de rien, on lâche pas comme ça un poste à responsabilité. Donc, en plus, tu sais, avec tout l'univers qui accompagne ça, c'est-à-dire le CDI, la sécurité de l'emploi, etc. L'emprunt immobilier. Ah, avec l'emprunt immobilier, imagine. Donc, ah ouais. Oui. Donc, tu vois, c'est pas un choix anodin. Ouais. Mais en fait, Laurence, la vie telle que je le voyais en Occident, tu vois, maintenant je parle la vie humaine en Occident, je savais que c'était à court terme, en fait. Je sais pas, c'est-à-dire que
Oui, mais c'était pendant la crise en plus, Rivo. Effectivement, mais pour te dire, ma mère m'a pas parlé pendant 1 an. Et d'ailleurs, ça a causé beaucoup, beaucoup de problèmes par la suite. Mais c'est vrai que sur le papier, Rivo, ça paraît fou. Oui, non, mais avec le recul, je déconseille. En plus, j'ai amené tout le monde. Parce qu'en général, lorsque les gens quittent, tu vois, pour, voilà, même aujourd'hui, tu vois, lorsqu'ils viennent en Afrique, ils laissent la famille là-bas, tu sais, l'Afrique. Non, j'ai dit à tout le monde, non, j'ai dit à ma femme, tout le monde vient, en gros. C'était un vrai choix assumé, mais que je déconseille. Que, franchement, à titre personnel, que je déconseille parce que c'est très compliqué. Donc, pour revenir par rapport à la maman, elle m'a pas parlé pendant 1 an. Mes sœurs, personne n'a compris. Et là, toujours, donc là, ça renvoie toujours, jusqu'aujourd'hui, tu vois, à l'idée que retourner en Afrique, c'est un échec. Tu vois, donc du coup, autant les Africains qui retournent en Afrique, ils voient ça un échec, mais aujourd'hui, moi, je peux l'affirmer clairement. Pour moi, retourner, même ceux que je côtoie ici, il n'y a pas comme moi, hein. Tu peux poser la question à ceux qui sont installés, retourner en Europe, Oui. c'est considéré pour moi. Pour eux aussi, ça sera l'échec, quoi. Parce que mine de rien, quand même, c'est ici que ça se passe. C'est pas simple, mais c'est quand même ici que ça se passe, quoi. Et l'autre côté aussi, oui, ma belle famille, tu vois, tu dis, t'étais là-bas, t'avais une situation. Moi, je suis garçon, tu vois, t'épouses une fille, tu vois, quand t'étais parti voir les parents pour dire que là, tu prends la main de leur fille, le contrat, c'était que t'avais un truc solide et que t'amènes bonheur, sécurité, tout ce que tu veux. Et là, quand tu leur dis que oui, que voilà quoi, que non, que là tu rentres dans un pays que eux ils connaissaient pas nécessairement. La famille se pose demain, ce côté de la famille aussi, demain se pose la question. Ouais, c'est vrai que ça fait une charge quand même pour toi parce que du coup, si ça se passe mal, c'est toi. Alors exactement. Et quand je suis arrivé à Madagascar, je me souviendrai toujours. Toute la famille m'en a dissuadé. Ça, clairement, tu vois, je te dis, c'était très, très complexe. Toute la famille m'en a dissuadé. Qu'est-ce que tu fais, machin, là. À Madagascar, j'avais juste une seule tante. En fait, elle m'a dit, fiston, bienvenue chez toi. C'est la seule. Tout le reste, et tu vois, c'est ça la poisse aussi, peut-être, quoi. Ils m'ont tellement voulu. Tout le reste, c'était mode, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es venu ici? C'est y a rien. Pourquoi t'es là? Tout ça. Et puis, je vais te dire dans quel business, en plus, je me suis mis. Donc, je me suis mis dans le business de la restauration. C'est-à-dire que je montais un projet s'appelle Malandi, un fast-food au concept malgache. Donc, parce que, tu vois, moi, j'aime bien manger. Et comme moi, je revenais en vacances à Madagascar. Tu vois, remanger la même chose que tu vois en France, tu vois, les hamburgers, les frites, tu vois, c'était pas intéressant. Mais comme j'ai un ventre assez fragile, tu vois, comme en Europe, tu vois, le ventre est assez stérilisé, donc chaque microbe, dès que ça touche, c'est pour problème de ventre. Et je dis, tiens, comme on a une richesse culinaire quand même assez incroyable, tu vois, avec nos métissages, tu vois, indien, chinois, malgache, africain, etc. et tout, je me dis, tiens, pourquoi ne pas rénover notre tradition en gros et ramener le marketing demain qui va avec. Et en plus sur le business de la nourriture à Madagascar, c'est assez complexe parce que si tu veux, la nourriture, ceux qui font de la restauration à l'époque, on appelle ça moufgas, pfarta moufgas en malgache. Pfarta moufgas, c'est-à-dire le vendeur de moufgas. Moufgas, ce sont les beignets locaux chez nous, quoi. Et dans l'historique de Madagascar, c'était des esclaves affranchis qui faisaient ce type de business. Donc, t'imagines un peu le truc? Oui, là, ils passent de la fierté de leur fils en cabinet de conseil à leur fils qui revient au pays pour vendre de la nourriture. Exactement. Et tu sais, comme les mamans, comment elles sont, là, comme les tantes, tout ça, tu vois, ouais, où est ton fils? Tu vois, il y a toujours un peu de concurrence dans la famille. Ouais, tu sais, mon fils, moi, il est chez KPMG. Ah bon, oui, mon fils est ceci, tu vois. Bien sûr. Et oui, en fait, mon fils va vendre des beignets. C'était Babylone, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ça comme ça. Et c'est ça, en fait, c'est cette mentalité-là, je pense, qui est en œuvre encore jusqu'aujourd'hui sur le regard de la diaspora vis-à-vis du continent. C'est plus en fait par rapport à l'environnement. Il faut être solide mentalement. Et vous êtes resté combien de temps à Madagascar alors? La famille est arrivée fin 2008 et on est sorti en 2012. C'est parce que le projet n'a pas pris, parce qu'à Madagascar, à l'époque, quand je suis arrivé, pas de bol. Par exemple, il y a ça aussi l'Afrique. À l'époque, à Madagascar, il y a eu le coup d'État. Le gouvernement en place était remplacé. Et donc, du coup, tu fais de la restauration, il faut que tu fermes tôt. Très, très mal. Et ça fait partie de tout ça. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait, pourtant, j'avais préparé le projet en 2007. J'avais pris 1 an pour préparer le projet. J'ai fait 3 voyages, j'ai fait tout ça.
Mais le terrain, quand même, c'est le terrain. Non, mais c'est très, très intéressant ce que tu dis. Je veux juste remonter un petit peu l'historique pour bien comprendre votre cheminement. Donc, Madagascar, Vous quittez Madagascar, vous faites le choix ensuite de venir au Sénégal. Pourquoi et comment? Alors, on savait donc il fallait que je sorte de pays, donc il y a ça aussi. C'est bien de monter les projets, mais les sorties de projets, nom de Dieu. Il y a plus d'argent, l'argent était cramé, t'as plus rien, t'as demandé à tout le monde, tu peux plus redemander aux gens. Et nous, en plus, on attendait le deuxième. Et donc, avec mon épouse, que je salue, on a dit, écoute, où est-ce qu'on va? Bon, en fait, il y avait des pays en fait qu'on a éliminés, donc là, on va pas le dire là dans ton podcast parce que sinon on va avoir des problèmes peut-être. Mais tous les pays occidentaux, on les a tous barrés en gros, parce qu'on franchement, on a dit non, c'est pas possible, on va pas revenir. Non, nous sommes d'accord, on va pas revenir, mais où est-ce qu'on va? Mon épouse dit, écoute, à ce moment-là, moi, je vais me rapprocher des miens pour voilà le temps que tu te décides et puis comment on fait. Et c'était comme ça en fait. Je faisais pendant un an, je faisais Tana, Dakar, Paris. Du coup, quand tu arrives au Sénégal, puisque tu faisais des allers-retours, hein, si je comprends bien. À quel moment tu décides de t'y installer et de dire à ta femme, bon, écoute, finalement, on va rester? Mais ça s'est fait naturellement. Ma femme est là, mon en fait, fils est c'était là. le point d'ancrage, parce que chaque fois tu revenais à Dakar. Et voilà, et c'était naturel en fait, voilà, exactement. Donc ça s'est fait là. En plus, tu sais, à Dakar, j'ai retrouvé beaucoup des amis avec qui j'ai étudié à Rennes. J'étais ravi. Donc finalement, Dakar, je me suis même senti mieux chez moi à Dakar qu'à Tana, pour te dire. Donc moi aussi, ce que je voulais savoir, quand tu arrives au Sénégal, comment tu fais le choix d'accompagner des gens? C'est-à-dire que tu vois autour de toi beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre et du coup, tu te dis, je vais les aider. Enfin, quelle a été la motivation? Comment s'est fait ce cheminement-là au Sénégal? En tout cas, merci pour ta question. C'est un cheminement. C'est-à-dire que avec l'expérience que j'ai eue à Madagascar, donc j'arrive au Sénégal. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai monté une boîte de conseil. Une boîte de conseil spécialisée dans tout ce qui est levée de fonds. D'accord? Parce que je me suis dit, l'expérience que j'avais demain pour ma précédente entreprise, j'ai réussi quand même à lever de fonds. Donc, par exemple, ça, c'est un exemple pour tous ceux qui aimeraient lever de fonds. Quand vous avez réussi à lever ne fût-ce que 1 000 euros sur un projet, vous pouvez lever jusqu'à 1 million d'euros. C'est vraiment les 1 000 euros qui est le plus difficile. Si vous n'avez pas fait les 1 000 euros, c'est pas la peine d'aller vers les 1 million parce que personne ne vous donnera. C'est de l'expérience. Et c'est l'expérience. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Les gens peut-être qui passent de 0 à 1 million directement. Mais ça, ce sont les exceptions qui confirment la règle. Donc, j'arrive au Sénégal. Il fallait commencer par 0. Je monte un cabinet de conseil pour les levées de fonds. Très vite, je me suis rendu compte que ça allait être très compliqué. Et là, ça revient par rapport à ce que je te dis au départ, c'est que la notion de l'entrepreneuriat n'était pas du tout encore bien comprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et en plus, à l'époque, c'était des startups. Et quand je regardais à l'époque la première génération de startups à l'époque, déjà les mecs pour lever des fonds, ils sont une entreprise individuelle, tu vois, en fait tu es d'emblée, ne fût-ce que par ton statut juridique, tu es éliminé d'office. Et tout était comme ça. Et donc tu dis ok, waouh. Et de dire ok, bon, j'ai cette activité là et j'ai compris aussi à Madagascar lorsque je montais mon activité à Madagascar, en Europe, peut-être moins aux États-Unis, mais en Europe, quand tu fais quelque chose, tu es mono job. Tu vois, par exemple, tu es consultant chez KPMG, mais tu ne fais que ça, en fait. Ça te vient même pas l'esprit de dire que, en tout cas, dans les années 2000, que tu auras un autre job à côté. Et à Madagascar, donc, quand les gars me voyaient avec le projet, je luttais, tu vois, je galérais un peu. Les gens me demandent chaque fois, mais Rio, t'as pas autre chose à côté? Mais je ne comprenais pas, quoi. Mais je dis, mais à quel moment je vais avoir le temps d'avoir quelque chose à côté? Même celui-là, j'arrive pas. Mais l'Afrique, quand même, a sa réalité. C'est-à-dire que l'Afrique, la notion de risque telle qui est enseignée dans les cours de finance, en fait, il faut pas mettre les œufs dans le même panier. Et là, il l'applique super bien. C'est-à-dire que tout le monde a un deuxième ou un troisième quelque chose. Et moi, j'étais le seul, en fait, à ne pas avoir un deuxième chose. Et donc, ayant pris cette expérience-là, donc j'ai monté cette boîte-là, j'ai dit, tiens, Rivo, ça va être compliqué. Je me suis lancé dans l'agriculture. Avec un jeune Sénégalais aujourd'hui qui travaille avec nous. Lui, je peux le citer, qui s'appelle Lamine Fall, un jeune très brillant. Et lui, il a décidé, c'est pour ça que j'ai décidé de bosser avec lui, il a fait le chemin en inverse. Il était en Italie. Il dit, j'en ai marre de galérer, je retourne chez moi et je tente ma chance chez moi. Et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés.
Et on s'est lancé tous les deux dans l'agriculture, mais ça, on peut même faire un podcast entier sur cette histoire d'agriculture. Donc, on a loué 1 hectare de terrain. C'était un de mes associés qui nous a donné le filon, qui nous a introduit un peu dedans. Donc, à l'époque, au Sénégal, c'était les poivrons et les piments. Les gens devenaient millionnaires en francs CFA. Donc là, pour tes auditeurs, ceux qui écoutent peut-être en euros, sur les piments, parce qu'à l'époque, les piments pouvaient aller jusqu'à 6 000 francs les kilos. Lorsque c'est l'hivernage, donc au Sénégal, l'hivernage, c'est quand la saison des pluies, donc les gens ne cultivent plus et donc du coup les spéculations coûtent très 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 cher. Donc on s'est lancé, donc on a loué 1 hectare de terrain et du coup pendant 1 an on a fait ça et en même temps en fait je développais le conseil. Donc après il y a quelques petites missions, il y a quelques petites missions à gauche à droite et là juste je vais finir sur cette partie-là pour arriver à la RDE et c'est comme ça en gros que j'ai connu ma cofondatrice, Marjolaine, parce qu'elle aussi, à l'époque, elle avait son cabinet de conseil. Et la spécificité du marché du Sénégal, c'est que c'est un marché essentiellement B2B. Contrairement à Madagascar, par exemple. Madagascar, 95% du business est du B2C. C'est-à-dire que les gens vont tous, en fait, aux consommateurs. Mais au Sénégal, bizarrement, c'est un marché B2B. Et donc, le marché même, la spécificité du marché B2B, c'est lent. Et c'est comme ça que la rencontre des entrepreneurs est née parce avec Marjolaine, on s'était dit pourquoi ne pas organiser quelque chose de commun pour qu'on puisse appeler les entreprises assister à une réunion où je vois un petit déjeuner à l'époque et nous on pitch les opportunités qu'on offre et les opportunités qu'on recherche et chacun en fait puisse faire ça. Et c'est comme ça en fait que la rencontre des entrepreneurs est née, d'où le nom en fait, la rencontre des entrepreneurs. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça, l'envie de mettre en relation les entrepreneurs entre eux, créer un réseau. Et donc, vous partez de ça. Et ensuite, comment vous commencez à accompagner les premiers entrepreneurs? De 2014 à 2016, quand même, on a cherché le modèle. Tu vois, on a fait des mises en relation, ça marchait pas, mais le besoin était là. Lorsqu'on voulait pivoter maintenant, donc en 2016, je me souviens, je suis allé voir ma cofondatrice, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on pivote. Sur la chaîne, quand on regarde bien, tout ce qui est early stage, donc en gros, tous les jeunes qui veulent qui veulent créer, parce que nous, qu'on a vu, on a expérimenté, ils n'auront pas d'argent. C'est pas viable, demain sur le long terme, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas payer le service demain qu'on leur proposait, même le fisc pour faire quelque chose, parce que au fur et à mesure, durant les 2 années où on a cherché notre modèle, on a vu que le fait de mettre en relation, c'est quelque chose qu'on pouvait monétiser, que c'est quelque chose en fait qui a une valeur, parce que si on faisait pas la mise en relation, le business demain ne se faisait pas. Donc, pour moi, c'était accélérateur parce que il fallait qu'on aille chercher des boîtes qui existent déjà et que il faut qu'on leur propose en gros. Ce sont moi je les considérais comme les maisons délabrées et que nous on refait toute la maison, mais on refait pas la fondation. Vous êtes allé chercher des structures qui existaient déjà. Et non pas tout à l'heure, tu as parlé de early stage, non pas des personnes qui sont dans un projet de création. Exactement. Parce que essentiellement pour le business model, parce que ce que j'ai appris du business, Laurence, c'est qu'un business doit faire de l'argent. Point. Et donc, voilà, tu fais de l'argent avec ceux qui ont de l'argent. Tu peux pas faire de l'argent avec ceux qui n'ont pas d'argent. Il y a encore une confusion entre association et entrepreneuriat. C'est ce que je dis aux jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Les deux sont bien. Ça dépend de votre mission, ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que si vous dites que vous voulez gagner de l'argent, mais il faut dealer avec ceux qui ont de l'argent. Si vous dites que vous faites un projet caritatif, qui est très bien aussi, mais dealer avec des projets caritatifs, avec des gens, peut-être des personnes qui n'ont pas d'argent. Mais vous pouvez pas dire que vous voulez faire de l'argent avec des personnes qui n'ont pas d'argent. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire, Rivo, que si tu n'as pas d'argent pour commencer ton projet, faut oublier? Je confirme. C'est pas les histoires de oui, j'ai rien, je vais démarrer. Oubliez ça, mes amis. Sincèrement, quand vous n'avez pas d'argent, c'est-à-dire quand vous allez monter un projet, tu dis, OK, Laurence, j'ai un projet, tu sais, j'aimerais qu'on fasse on monte un business de location de véhicules, j'ai 0 francs. Tu dis, mais oui, mais comment ça, tu as 0 francs? Mais c'est quoi le truc? Et toi, Laurence, tu dis, OK, toi, tu es prêt à investir, en fait. Tu dis, OK, moi, je suis prêt à mettre de l'argent sur ce projet-là. Mais moi, je dis, j'ai rien. Est-ce que l'exemple là que je te donne là, est-ce que toi, tu continues le projet ou pas? Non. Ah, voilà, tu vois. Et c'est ça la chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas convaincre des gars. Tu dis, OK, si tu as 100, tu dis à la personne, j'ai 100. La personne dit, OK, moi, je peux t'ajouter 100. Donc, ça fait 200. Donc, le truc avance. Mais tu peux pas juste dire, oui, j'ai une belle idée et que j'ai rien et que je fais ça.
Et c'est là où je te dis que il y a beaucoup, là pour moi, pour te dire ce que j'ai dit au départ, pour moi, la plus grande découverte de la jeunesse africaine, même de l'Afrique, ces 10 dernières années, c'est l'entrepreneuriat. Et croyez-moi, mes amis, les jeunes commencent à le comprendre et vous verrez que dans les 5 prochaines années, d'ailleurs là, je vous dis, ça n'a rien à voir. Ils ont compris, ils commencent à comprendre et nous, on est là pour les pousser. Donc voilà. Et c'est juste pour revenir par rapport à l'accélérateur. Là où je trouvais qu'on avait le plus, il y a un marché sur lequel on pouvait véritablement en fait prendre part, c'est sur cette partie des entreprises qui existent déjà, dont tout le monde s'en fout. Personne ne s'occupe d'eux, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien. Donc en gros, d'ailleurs ça peut-être globalement pour la diaspora, ceux qui veulent investir, il y a à chaque fois deux niveaux. Soit les early stage, tout se concentre là-bas. Mais ceux qui se sont déjà lancés, il y a personne là-bas. Les gens qui se sont déjà lancés depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, là, plus personne. En fait, il y a pas mal d'errance pour eux. Ils se retrouvent un peu tout seuls et ils ont personne pour les aider. Parce que c'est vrai que des fois, quand tu crées, passé une certaine période, j'ai l'impression que les entreprises sont un peu laissées à l'abandon, là où elles auraient peut-être besoin d'un certain renfort pour savoir justement quelle stratégie adopter, alors que ça devient touchy, c'est-à-dire que c'est des fois la phase un petit peu charnière, ça passe ou ça casse, elles se retrouvent un peu toutes seules. Exactement ça, Laurence. Et toute la stratégie devrait être concentrée là-dessus. Moi, j'ai bien vu à Madagascar, j'ai vu ici au Sénégal, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est fait pour les entreprises au mid-stage, rien. Et nous étions les pionniers sur ça. Au Sénégal, nous étions la toute première structure à s'appeler accélérateur. Ça, je dis de manière publique, de manière officielle désormais. Nous étions le tout premier accélérateur qui s'assumait comme tel ici au Sénégal. Et maintenant, de fil en aiguille, donc, tu vois, aujourd'hui, on a accompagné exactement 22 boîtes. Mais c'est pas venu 22 d'un seul coup, tu vois. La première année, une fois encore, là, pour recruter la toute première boîte, mais c'était un truc de malade. Parce que les gens viennent dire, mais c'est quoi ça? On comprend rien, c'est tout des services. En plus, moi, mon discours à l'époque, c'était, on vient vous aider. Les gens déjà, waouh, tous les cerveaux reptiliens sont en mode antenne. Ils disent, celui-là, là, à quel moment il va m'arnaquer? Parce que nous, on est là depuis 7 ans. Depuis 7 ans, personne n'est jamais venu nous voir pour dire qu'on voudrait les aider et que là, toi, tu viens nous aider. Ça, c'est quelle arnaque encore, ça? Justement, comment ça se passe? Très concrètement, je veux créer mon entreprise au Sénégal. Ça prend du temps. Est-ce que c'est complexe? Alors, pour répondre clairement à ta question, aujourd'hui, sincèrement, ça n'a rien à voir il y a 8 ans. Mais laisse-moi juste peut-être développer un petit peu. Pour moi, une des plus grandes nouvelles de ces 10 dernières années, c'est le fait que la Banque mondiale ait supprimé leurs histoires de Doing Business, classement Doing Business. Le Doing Business, c'est un classement qui était fait par la Banque mondiale, qui classe les pays là où il y a plus de facilité pour investir, ou du moins là où l'investissement, créer de l'entreprise est le plus simple. Donc, chaque année, ils faisaient ce classement-là. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Que des bureaucrates. Donc, ce classement, chaque pays, chaque année, voilà. Ah, on est classé 160e. Ah, maintenant, on est classé 140e. Oui, la Banque mondiale nous a classés parmi les pays les plus réformateurs. Ridicule, Laurence. Ridicule. Pendant ce temps-là, pendant que les pays africains se targuaient de gagner 2-3 points, quel est le gain en termes d'entrepreneuriat, en termes de PIB, du moins dans leur pays? Et donc, ils ont supprimé ça. Bien. Et donc, aujourd'hui, on a bénéficié dans quelque part, même s'ils ont supprimé, donc on a bénéficié le fait que tous les gouvernements africains, ils étaient tous sur ce classement-là pour améliorer des choses. Tu vois, donc, 1 année, 2 années, 3 années, oui, cette année, on a fait moins de réformes. Et aujourd'hui, pour créer une société, clairement, au Sénégal, c'est 24 heures. Il y a une structure qui s'appelle APIX. Si vous montez une entreprise individuelle, c'est véritablement 24 heures. C'est tout ce qui est forme de société, c'est moins d'1 semaine. Et c'est beaucoup plus fluide. Et je pense que si vous aussi, alors. Oui, mais attends, à l'époque, c'était 6 mois, Laurence. C'est pour ça que je te dis que l'entrepreneuriat, là, t'imagines, pour monter une boîte, c'était un truc de 6 mois. À Madagascar, pareil. Aujourd'hui, il y a plus de pays où là, tu fais 6 mois. Tu vois, même le Bénin, même toi, là où tu es, là, le Bénin, tu vois, c'est ça, le Mali. C'est-à-dire que tous les pays, ils ont tous fait un effort. Oui, mais tous les pays ont fait un effort. Et c'est là où je dis que la plus grande découverte pour les pays africains, c'est l'entrepreneuriat. Est-ce que tu comprends ou pas? Parce qu'ils savent mais désormais que la création de richesse ne peut venir que de l'entrepreneuriat. C'est ça. Donc, aujourd'hui, pour le Sénégal, comme je fais un peu la promotion de mon pays, parce que maintenant, aujourd'hui, c'est mon pays. Ça a toujours été. Bah oui, moi, Sénégalais là, comme disent les Sénégalais.
Et donc, pour prendre clairement ta question, aujourd'hui, ceux qui veulent monter une entreprise au Sénégal, une SA, une SAS, une SARL, si ça existe encore, c'est en moins d'une semaine, c'est réglé. Et les types d'entreprises sont celles qu'on retrouve en France, plus ou moins? Alors, c'est plutôt en fait celles qu'on retrouve en l'OHADA. Donc, l'OHADA, c'est quoi? C'est un statut juridique commun à la plupart des pays. Donc, c'est un traité international, surtout africain. Quand tu signes l'OHADA, donc la plupart des pays, donc vous tapez OHADA, la plupart des pays sont membres de l'OHADA, c'est la même règle juridique. D'accord? Donc, c'est un acte, en fait, qu'ils éditent et que les pays transposent dans leur droit interne. Voilà. Donc, SARL, SA, SAS, SNC, société par nom collectif, société par commandite simple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de copier-coller du moins de la France quand même, mais c'est vrai que tu trouves exactement le même type de société, quoi. Alors, est-ce que c'est cher de créer son entreprise au Sénégal? On a compris que là, c'est pas complexe, donc ça, c'est une très bonne chose. Et le coût? Non. Au Sénégal, ils ont changé. Par exemple, pour monter une SARL, tu peux le monter avec 1 franc. Pour monter une SAS, il n'y a pas de capital minimum. C'est la SA qu'il faut avoir 10 millions, d'accord? Et la SARL, voilà. Donc, la SA, il faut avoir 10 millions. La SAS, il n'y a pas de capital minimum. Et comme la SARL, quoi. Après, les SNC, société commandite simple, il y en a une entreprise sur 1 million, je pense, de moi qui les utilise, quoi. Donc, ça coûte rien. Cependant, il reste un vrai nœud. Et là, je lance j'ouvre le débat. Donc, il reste le débat, le problème des notaires. Je pense que c'est le dernier verrou qu'il faudrait qu'on enlève parce qu'ils n'apportent aucune valeur ajoutée et c'est eux qui créent beaucoup de problèmes pour les histoires de création de société. Pour tout montage de société dans tous les pays africains, tu dois obligé de passer par les notaires et c'est ça qui coûte le plus cher. C'est-à-dire que les notaires te prennent, comme je leur ai dit, ils prennent en moyenne 20% du capital, tu vois. C'est-à-dire que tu amènes avec un truc à 2 millions, ils te prennent 300 000 avant même, je dis, mais attendez, mais avant même qu'on fasse le premier franc, ils n'amènent aucune valeur ajoutée, strictement aucune valeur ajoutée dans le processus de création. Ça alourdit juste les choses. Si les gens veulent prendre des conseils, il y a les statuts standards. On peut prendre les statuts standards et le truc est bon. Si les gens veulent prendre des conseils, ils n'ont qu'à les payer. Mais tous ceux qui font les statuts standards, là, 80% des cas, ce sont les statuts standards. Et pourquoi payer des gars hyper chers, soi-disant, je ne sais pas trop quoi. Et en plus, ça reste hyper opaque. Et là, c'est pas uniquement au Sénégal. Dans tous les pays, chez vous, au Bénin, pareil, au Mali, au Burkina, au Niger, voilà. C'est-à-dire que, voilà, demain, en Côte d'Ivoire, les histoires de notaires dans le processus de création de société, ça, il faut qu'on nous laisse ça. Okay. Je veux pas faire que des amis à l'issue de ce plaidoyer. Non, mais c'est important de dire la vérité. C'est important de dire la vérité et ton expérience est là pour témoigner de la réalité du terrain. C'est ce qui est aussi intéressant. Tout à l'heure, on en parlait. Selon toi, est-ce que justement, il y a un minimum d'investissement à avoir pour pouvoir démarrer une entreprise au Sénégal ou pas forcément? Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une mise de départ. Et pour répondre à ta question, tout dépend de ton secteur, Laurence. Quelqu'un aujourd'hui qui veut monter une usine et quelqu'un qui va faire du conseil, tu dis tiens, il rédige des stratégies. C'est pas du tout la même chose. Donc tout dépend du secteur là où tu es. Mais dans les deux cas, il faut un minimum d'argent. C'est-à-dire que tu peux pas dire que toi tu veux monter une usine et que tu n'as que 1 million de francs CFA. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Aujourd'hui aussi, tu dis que non, que toi, tu veux monter une boîte de conseil et que non, que tu n'as que 20 000 francs et ça paie même pas un ordinateur. Il faut être réaliste. Donc, il faut du capital. Je pense que la notion de capital, c'est la chose qui nous manque. Moi, je vis au Sénégal. À Madagascar, nous avons une grosse communauté indo-pakistanaise. C'est ça, en gros, les personnes qui contrôlent notre économie à Madagascar. En Afrique de l'Ouest, c'est la communauté syro-libanaise. L'avantage de ces communautés qui ont entrepris très tôt, c'est qu'ils ont le capital disponible, Laurence, ce que nous n'avons pas. Regarde bien, quand on a fini nos études, qu'est-ce que les parents nous disent? Allez travailler. Pourquoi il faut aller travailler? Parce qu'il n'y a pas de capital. C'est-à-dire que, tu vois, le capital met du temps à s'accumuler. Et donc, il faut bien démarrer quelque part. Par exemple, moi, je le fais pas plus pour moi, tu vois. Moi, je le fais pour mes enfants. Je sais que si mon fils, par la suite, à l'issue de ses études, il veut entamer un projet, je vais juste lui garantir que tu auras le capital qu'il faut, fiston, pour monter ton projet. Parce que c'est ça, en fait. Parce que quand j'ai analysé ma dispute avec ma maman, c'était ça. Je pense qu'elle, son angoisse, c'est que, mais comment il va faire?
Le capital, moi, j'ai tout mis mon argent là-bas, toute mon épargne là-bas, donc il y a rien en fait. Et donc, il va faire encore un truc, il va me demander de l'argent, je sais pas comment je vais faire. Tu vois, donc il y a beaucoup d'angoisse sur ça. Mais quand tu as un capital disponible pour faire le projet, mais les gens, en fait, ils font des projets, Laurence. Alors oui, justement, est-ce que tu as des conseils pratiques pour un local ou quelqu'un ou un membre issu de la diaspora ou un ripat ou un expat, enfin on l'appelle comme on veut, pour quelqu'un qui souhaite en tout cas investir au Sénégal? C'est-à-dire que déjà, le premier conseil que je peux donner à tous ceux qui veulent monter des projets en Afrique, vous devez passer du temps en Afrique. Vous devez passer du temps en Afrique. C'est-à-dire que les histoires d'études de marché, ça ne marche pas. Le fait de passer 2 jours, 1 semaine, 15 jours, ça ne marche pas. Vous devez passer du temps en Afrique. Ne pas juste venir pour les vacances et penser qu'on a tout compris du système et de comment ça fonctionnait. Ouais. Exactement, Laurence. Et même passer un mois, je pense pas qu'ils pourront capter, c'est ce qu'ils doivent capter. Parce qu'il y a vraiment en fait une habitude. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Ça a l'air d'être dingue. Hein. Aujourd'hui, on prend quelqu'un, donc là je vis au Sénégal, quelqu'un par exemple qui habite à Thiès. Et Thiès, c'est la deuxième plus grande ville du Sénégal. La personne habite à Thiès et de Thiès, en fait, il dit tiens, je vais monter un projet à Paris. Et tiens, je pars juste, en fait, je fais quelques vacances à Paris et hop, je vais monter mon projet là-bas et je passe mon temps ici à Thiès. Tu vois, mais c'est un très bon exemple. Ça, tu vois, tout le monde bug en fait. Exactement, mais tout le monde bug en fait. Tout le monde dit non, mais c'est pas possible. J'ai vu des jeunes qui sont venus ici, on me les présente, ils disent non, on a un projet, on va faire ça, mais on va piloter à distance. J'ai dit écoutez. Et surtout, si je puis me permettre, ton exemple, il est valable pour n'importe quel pays en Occident. Tu te dis, c'est comme si tu es à Paris et tu veux monter un business à New York. Enfin, je veux dire, tu as intérêt à être sur place. C'est exactement ça, Laurence, ce que je voulais te dire. Qui fait ça, Laurence? Tu es à Paname, ou tu es à Marseille, ou tu es à Lyon, et tu dis, tiens, la preuve, tous les startups qui veulent monter, finalement, développer aux États-Unis, ils font tous, demain, ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire qu'ils créent une filiale, en fait, demain pour avoir une équipe aux États-Unis. Il y a personne qui dit non, qu'il est là, il est installé à Paris, ou à Lyon, ou je sais pas, à Lille, ou je sais pas, à Charleville, à Reims. Et qu'il pilote un truc ailleurs. Il y a qu'en Afrique que les gars, en fait, imaginent ce genre de choses, quoi. Et donc là, j'appelle à la diaspora, arrêtez. Ouais, arrêtez les gars. Arrêtez vraiment les gars comme les femmes. Hein. Vous voulez créer une entreprise, allez voir des gens qui ont des entreprises. Point. Vous voulez créer une entreprise dans, je sais pas, dans le secteur du bâtiment, mais allez voir des gens qui construisent des immeubles. Une fois ça dit, tu sais, quand on est diaspora, on a tous, sincèrement, je pense que s'il y a un point qui anime la diaspora, c'est le fait que si on doit retourner en Afrique, c'est pour développer l'Afrique. Naïvement, pour la plupart d'entre nous. C'est vrai que c'est un discours qu'on entend souvent. C'est ça. Tout le monde. Oui. Et j'ai rarement entendu quelqu'un qui dit ouais, je retourne en Afrique, je vais les pieds et puis voilà. Non, tout le monde dit ok, si je retourne en Afrique, c'est vraiment, tu vois, pour développer un projet, il n'y a pas d'eau, tu vois, on va fournir un service d'amélioration pour que de l'eau, de filtrage d'eau, pour que tout le monde ait davantage accès à l'eau, tu vois, un service d'entreprise, voilà. C'est vraiment pour améliorer quelque chose. Les gars locaux, quand ils font des projets, tout ça en fait, ils s'en foutent. Sincèrement, ça quand même, je dis pas tous, mais une grosse majorité. Eux, ce qui les intéresse, en gros, c'est le cash et le cash et le cash. Peu importe oui, mais après, tu vois, est-ce que ça peut s'entendre? Ça s'entend comme non? Mais c'est-à-dire que, en fait, là où je vais m'exprimer, c'est il y a un retour en fait de la réalité. Il y a une réalité qui est là. Si tu veux, en fait, c'est une déception. Il y a beaucoup de déceptions souvent pour la diaspora lorsqu'ils viennent, tu vois, quand ils viennent développer des projets. Et tu vois, par exemple, ils développent des projets, les gars leur demandent de l'argent avant même que le projet ne se fasse. Une fois encore, nous sommes dans le business. Ça, c'est une pratique demain qui se fait partout. Parce qu'il y a ça aussi, peut-être ça aussi, il faut qu'on en parle, les histoires qu'en Afrique, il y a beaucoup de corruption, machin. Il n'y a pas plus de corruption qu'ailleurs. Donc là, je peux le démontrer. C'est sûr, il faut donner de l'argent aux policiers, mais je veux dire, voilà, ailleurs, est-ce qu'on ne donne pas l'argent demain aux gens, les lobbies de Bruxelles, tout ça? Bon. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a une déception. C'est ça, je pense. Il y a une déception. Quand tu viens, tu vas avoir des responsables. Tu dis, écoutez, voilà, moi, je viens, j'ai un projet, je vais investir tant, je vais créer de l'emploi. Le mec, il te répond, combien tu me donnes? Tu vois, c'est un choc. Parce que tu dis, à la limite, si le projet marche, si le projet marche, si ça arrive, on crée de l'emploi et que vous voulez votre part, tout le monde, en fait, est OK sur ça. Mais ce que nous... En fait, tu veux dire que c'est un frein même pour celui qui crée parce que il sait qu'il doit sortir l'argent avant même d'avoir généré quoi que ce soit?
Et c'est ça peut-être je vais utiliser un mot, c'est ça qui dégoûte en fait la diaspora. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dis, OK, moi j'ai un projet pour développer le Bénin, là où tu es, là où tu es. Et tu dis, OK, moi pour développer le Bénin, moi je vais créer une école performante. Bien, je vais mettre 100 millions de francs CFA sur la table. Ça fait quand même 150 000 euros. Je vais créer une école, vraiment espace, tout ça. Maintenant, tu vas aller voir finalement les autorités. Écoutez, j'ai besoin de l'autorisation parce que pour monter une école, j'imagine au Bénin, il faut une autorisation. Et le gars qui te déclare l'autorisation, il dit, écoutez, donc tu expliques le projet, quand même les enfants, voilà, ils vont bien manger, ils auront une cantine, les frais de scolarité seront accessibles, les professeurs seront mieux formés. Et le gars, en fait, la seule chose qu'il dit, écoutez, bon, tout ça, là, mais moi, vous me donnez combien? Sinon, je sors pas l'autorisation. Ça, c'est une réalité aussi. Et c'est ça la déception des gars. Et c'est vraiment ça la déception, en fait. Donc, juste pour finir là-dessus, en fait, mon exemple, c'était que je dis qu'il y a un mismatch. Il faut pas qu'on tourne autour du pot. Il y a un mismatch entre la diaspora et les locaux. Ça, c'est une certitude. Moi, je l'ai vécu, je le vis et je le vivrai encore. Et je le vois tous les jours. Il y a un mismatch. Juste pour te donner je l'ai pas voulu. Mes 6 associés, nous sommes tous issus de la diaspora. Comme par hasard, en fait. Nous avons tous fait l'étranger et nous sommes tous rentrés. Si vous voulez faire un projet en Afrique, il faut venir sur le terrain. Il faut venir. Et nous sommes là pour vous accueillir. C'est ça la bonne nouvelle pour vous, sincèrement. Ça, c'est vraiment la meilleure nouvelle. La meilleure nouvelle pour vous, c'est notre job. Parce que non seulement nous sommes les entrepreneurs, mais nous sommes aussi des investisseurs. Donc, quand vous nous parlez investissement, nous avons mis notre argent chez quelque part. Là. Donc, nous, on sait qu'est-ce que ça fait de mettre l'argent quelque part. On dit entreprendre, nous, on sait exactement nos contextes, qui, quoi, comment ça fonctionne. Donc, nous essayons justement de faire en sorte que peut-être cette histoire de retourner en Afrique aussi, peut-être ça aussi, Laurent, c'est notre débat aussi. Je ne fais pas partie de ceux qui prônent le fait que vous devez retourner en Afrique. Moi, je ne fais pas partie de cette ligne-là. Si vous êtes bien là où vous êtes dans le Corrèze, vous êtes dans le Maine-et-Loire, je sais pas, vous êtes dans les Ardennes, je sais pas où, ou en Belgique, ou machin. Mais vous êtes bien là où vous êtes. Parce que moi, j'ai tellement vu de projets ici où les gens viennent, c'était la femme ou l'homme l'Afrique. Et du coup, quand ça partait en cacahuète, les gens perdent beaucoup. Non seulement perdent, c'est-à-dire que le foyer est en difficulté, frustration, c'est toi qui m'as amené, j'ai laissé là-bas pour toi. Si vous êtes bien là où vous êtes, mais continuez à être bien là où vous êtes. Non, mais tu fais bien de le rappeler. C'est pas un discours qu'on entend souvent. Tu vois ou pas? Donc, je dis à la diaspora, c'est moi le parcours. Donc là, aujourd'hui, je partage avec vous. Moi, c'est une conviction personnelle. Et donc, du coup, l'Afrique, pour moi, c'est mon continent. Donc, la diaspora, détendez-vous. C'est-à-dire que si vous venez pour entreprendre, vous êtes les bienvenus. Si vous venez pour investir, vous êtes les bienvenus. Si vous venez juste pour les vacances, vous êtes les bienvenus. Venez détendu et venez ne pas donner de leçons. Franchement, ne venez pas avec de leçons. Prenez-nous tels que nous sommes. Venez juste en paix. Au Sénégal, vraiment, ils ont un terme pour ça, c'est de dire que vraiment les jams, c'est-à-dire que venez en paix, quoi. Mm-hmm. Aujourd'hui, la RDE, c'est le Sénégal uniquement ou est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays? Ce qu'on fait pour le Sénégal, on a vocation à le faire pour tous les pays. Vous êtes dans combien de pays, justement? 2, Sénégal et Bénin. D'accord. Bénin, nous sommes minoritaires dans une société là-bas, donc je fais la promotion qui fait exactement la même chose que nous on fait, s'appelle Areolis, que nous avons confondé avec une très brillante dame qui s'appelle Nathalie Daouda. Ils font la même chose que nous. Donc pour ceux qui veulent investir au Bénin, qui veulent entreprendre au Bénin, donc contactez Areolis, contactez Nathalie. D'accord. Selon toi, quelle est la place et le rôle de l'État aujourd'hui dans sa capacité, en tout cas, à accompagner les entrepreneurs? Arrêtez d'attendre de l'État. Ceux qui sont au biberon de l'État-providence en France, arrêtez d'attendre. Ça n'existe pas. C'est peut-être ça existera dans le futur que nous allons construire ensemble, mais pour le moment, il n'y a pas. Arrêtez d'attendre de qui que ce soit. Et c'est cette mentalité, là encore, j'ai parlé avec une de mes associées là-dessus. On a cette culture de toujours d'attendre, surtout notre communauté. Attendre de quelqu'un qui vient nous sauver. Non, de Dieu, personne ne viendra nous sauver, mes amis. Personne ne viendra nous sauver. Chacun doit prendre son destin.
Et quand vous êtes entrepreneur, vous prenez votre destin en main. Quand vous êtes investisseur, vous prenez non seulement votre destin, mais le destin de là où vous avez investi également en main. Parce que tout le monde est lié. Donc, vraiment, n'attendez rien. Et quand vous êtes dans cette mentalité-là, vous verrez que les choses soient juste plus simples. Et quand je dis n'attendez rien, mais juste même de la famille. Vous êtes seul et que vous ne pouvez compter que sur vous. Nous, modestement au niveau de la RDE, on vous guidera, on vous accompagnera. Ça a le mérite d'être clair. Alors Rivo, on s'approche de la fin de l'entretien. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous rappeler l'actualité à venir de la RDE? L'actualité donc de la RDE aujourd'hui, nous avons investi dans 2 entreprises, Café Touba Choukran via un de nos véhicules de financement s'appelle RDE Holding, donc Café Touba Choukran qui a été réalisé il y a 1 an, et cette année nous avons réalisé un 2e investissement dans un restauration healthy qui s'appelle Health in a Box, porté par une brillante jeune entrepreneure qui s'appelle Aïssatou Diallo. Et le Café Touba Choukran, c'est porté par un brillantissime jeune entrepreneur. Voilà, ça c'est l'avenir, s'appelle Ablaïsen, qui fait vraiment un job incroyable de la même manière que Aïssatou. Au niveau même de la RDE en nous-mêmes, l'équipe s'agrandit. Donc là, normalement, on doit accueillir un collaborateur et une collaboratrice normalement. Et puis on continue notre travail de conseil et puis voilà. Avant de conclure, est-ce que tu peux nous indiquer comment faire pour te contacter ou en tout cas contacter la RDE lorsque l'on souhaite être accompagné? Juste une petite précision, Laurence. Nous, notre cœur de métier ici pour le marché local que nous avons, c'est les gens qui existent déjà. Mais pour vous, diaspora, oui. Vous pouvez nous contacter, par exemple, si vous voulez faire une étude de marché, du moins pour tester le marché. On a développé une approche go-to-market, moi, c'est quelques années, qui combine justement ce que vous comprenez en termes d'études de marché et comment il faudrait aborder demain ce marché-ci. Et une de mes associées, justement, Marjolaine, est très bonne dans cette partie-là. Donc, vous pouvez nous contacter. Vous faites contact@entrepreneursenegal.com. Vous envoyez un email. On essaie d'être très réactif. Sinon, sur les réseaux sociaux, donc on est sur Twitter, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, et l'équipe, je pense, est assez réactive du moins sur les demandes que vous avez. Donc, n'hésitez pas. Forcément, quand vous venez nous voir, nous savons, nous sommes dans le service, comme vous le savez aussi. Nous, on peut pas pricer tout. Donc, nous, sur certains projets, on sait que c'est des gros projets, on met les mises en relation, on fait des contacts. Mais nous, en tout cas, nous pensons que dans ce que nous faisons, il y a de la valeur ajoutée. Et forcément, comme il y a de la valeur ajoutée, et nous pensons que nous pouvons envoyer une contrepartie demain de cette valeur. On va vous envoyer une contrepartie demain de cette valeur ajoutée, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on est vraiment dans cet état d'esprit en tout cas, ce qui est souvent dit, mais peut-être que j'aimerais le redire, gagnant-gagnant, dans le fait que si votre projet, tout n'est pas dans l'argent. Nous, ça dépend des types de projets que vous avez. Par exemple, si aujourd'hui vous dites, OK, on a un projet vraiment d'installer la fabrication une usine qui fabrique des tuyaux pour acheminer le gaz du Sénégal et qu'on galère, parce que moi, ce qui m'étonnerait, là, on serait ravis demain de vous aider parce qu'on sait que c'est un projet qui va impacter énormément notre écosystème. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Mais nous, notre état d'esprit, c'est qu'on fait du business. Vous venez, nous, on pense qu'il y a une valeur ajoutée et on facture. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, quoi, parce que des fois aussi les gens viennent dire non, nous on pensait que non, voilà, c'est dur en France comme vous appelez les cabinets les cabinets de conseil, voilà, ils estiment que s'il y a quelque chose, ils vous facturent et de la même manière ici, voilà. Eh bien, écoute, Rivo, je te remercie beaucoup. Je voulais vraiment te remercier d'avoir pris le temps de répondre aux questions donc de Joyful Return, d'être venu échanger avec moi au micro du podcast. Merci encore. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Merci beaucoup. Merci, Laurence. Très ravi. En tout cas, c'est une première expérience pour moi. Ce que je dis, c'est vraiment n'engage que moi, peut-être par rapport à tes auditeurs et tes auditrices. Ce sont des expériences vécues. Peut-être qu'ils vont avoir des opinions contraires, tant mieux. C'est ça aussi qui fait la richesse de ce monde, contrairement à certains qui veulent tous nous mettre dans le même quelque chose d'unique. Vraiment ravi. Et puis
s'il y a d'autres opportunités, ravi du coup à nouveau de reparticiper. Et vous pouvez nous contacter, on est sympa. En tout cas, on essaie d'être sympa. Si vous êtes sympa, on est sympa. Mais tous ceux qui ne sont pas sympas, il faut pas nous contacter. Là, les gars prise de tête, là, non, ça, on n'est plus dedans. Voilà, on n'est plus dedans. Voilà, vraiment, on n'est plus dedans. Restez là où vous êtes, là, et puis on n'est plus dedans, quoi, déjà. Merci beaucoup, Rivo. Merci pour ta disponibilité. On vous souhaite, en tout cas moi je vous souhaite tout le meilleur à la RDE. Je vous souhaite d'accompagner encore beaucoup de monde et d'aider à prospérer encore beaucoup d'entreprises sénégalaises et africaines. Très bonne continuation à vous et je te dis à très bientôt pour un petit update de la RDE et savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Merci à toi Laurence. Merci beaucoup et très longue vie aussi à ce podcast. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et à noter ce podcast en lui attribuant 5 étoiles sur la plateforme de streaming de votre choix. Je ne vous cache pas que ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner gratuitement et retrouvez toute l'actualité de Joyful Return sur le compte Instagram du même nom, @JoyfulReturn. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.